projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec nos invités. Nous sommes ici à Paris, au Trocadéro, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, au milieu des pièces exceptionnelles de l'exposition Kinshasa Chronique, en l'absence de visiteurs à cause des mesures de confinement. Un hommage à Kin, à la capitale congolaise et à la créativité artistique de ses habitants. Pour notre dernière émission de l'année, c'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Nos invités avaient bien analysé l'année 2020, une année marquée par la pandémie de Covid-19, le terrorisme, mais aussi l'extraordinaire capacité de l'Afrique à s'adapter et à innover. Nous retrouvons quelques-uns de nos invités, Georges Rebelo Pinto Chikoti, Aïcha Aboubakar Achonou, Niagale Bagayoko et John Nengasang. C'est une maladie comme toute autre maladie. Nous devons travailler ensemble, en étroite collaboration. Ne stigmatisez personne, ne discriminez pas les gens à cause de cela. Nous en sortirons plus forts. S'adapter pour survivre, c'est le choix de ces entreprises camerounaises décidées à ne pas se laisser ruiner par l'impact du Covid-19. Nous allons développer 3 échantillons de machines, des lave-mains, dont le fonctionnement est essentiellement basé sur l'appui des pédales. Le contact manuel avec le robinet qui présente, à notre sens, un risque supplémentaire a été totalement éliminé. Des millions d'armes de petit calibre en circulation sur le continent font exploser les chiffres de la criminalité. Focus en Tanzanie, le pays qui dit non aux violences faites aux civils. This one is a military weapon. Celle-ci, c'est une arme militaire, très dangereuse pour le public. Elle peut prendre un magasin de 30 cartouches. Elle tire plus ou moins comme un AK-47 avec les mêmes capacités. Tout faire pour ne pas se laisser abattre par la pandémie de Covid-19. Ces entreprises camerounaises ont décidé de lutter à leur façon contre le marasme qui menace leur activité. Innovation et reconversion sont les maîtres mots chez ces startups. Vent debout contre la fatalité économique. Nettoyage, système de lave-mains ou masque, tout est bon pour ne pas perdre du terrain. En attendant la fin de la pandémie, notre journaliste Emmanuel Abena Otou est allé à leur rencontre. Regardez. Désinfection, production de lave-mains sécurisés ou de masques en tissu. À Yaoundé, la crise du Covid-19 a réveillé l'instinct des affaires chez plusieurs entrepreneurs. Alors que les pouvoirs publics nationaux ont mis en place 13 règles sanitaires, plusieurs opérateurs économiques ont eu l'idée de capitaliser sur le potentiel de ces mesures barrières. Objectif : créer diverses activités génératrices de revenus répondant aux impératifs sanitaires de la crise. Au quartier Mbala, un dragage, ces agents en pleine opération de désinfection sont désormais sous contrat exclusif avec cette importante imprimerie. Ils traquent tous les indésirables, recurent à intervalles réguliers les poignées de porte, les sièges et toute surface accessible par le personnel et les usagers. Pourtant, ce n'était pas à l'origine la mission première de cette société immobilière. Nous faisons principalement dans la location d'appartements meublés. Notre cible principale, c'est souvent les expatriés, les gens qui viennent pour un court séjour, qui veulent retrouver un confort. Dans le cadre de GIP Apart, en fait, nous avions des services de nettoyage industriel, de nettoyage de pointe que nous proposions pour des bureaux, pour les salles de conférence qu'on loue ou alors pour les appartements meublés qui sont à la disposition des clients. Mais maintenant, au vu du Covid-19, nous étions obligés d'élargir notre service à tous ceux qui ont des bureaux, les institutions étatiques ou bien les institutions internationales. Une reconversion qui bénéficie à des entreprises pressées d'assurer la sécurité de leurs espaces pour leurs employés et clients. Nous avons sollicité les services de GIP Clean pour qu'ils nous accompagnent à assainir nos espaces en protégeant et en préservant la santé de nos collaborateurs et des clients de notre structure. Nous sommes satisfaits des prestations de GIP Clean dans la mesure où les produits qu'ils utilisent sont des produits qui respectent l'environnement et dans une autre mesure, ils nous apportent de la valeur ajoutée dans le conseilling. La conjoncture semble annoncer un développement accru de ces activités du département hygiène et salubrité de GIP Apart. Le côté cleaning devient un segment fort, ça devient un segment qui se développe rapidement
Hein, vous imaginez bien la demande pendant cette période de Covid-19. Il faut y répondre, justement comme nous avions déjà le matériel nécessaire par rapport à ce qu'on faisait en interne pour nos clients dans l'immobilier. Nous l'avons étendu pour que tout le monde puisse en profiter. Et donc ça devient vraiment un service premium, hein, je dirais, de notre entreprise. Même réflexe d'adaptation à la crise du Covid du côté de Cameroun Eco Building Solutions. Ce groupe de jeunes ingénieurs camerounais propose depuis 3 ans environ des prototypes d'automates et des alternatives accessibles aux petits entrepreneurs. Par exemple, cette pondeuse électrique de briques de terre qui offre 1000 pièces par heure, ou encore cette machine servant au conditionnement et à la distribution automatique des produits agricoles. Mais aujourd'hui, en même le trottoir au quartier Chinga et s'appuyant sur un parc technique précaire, ils font face à l'urgence sanitaire. CEPS, entendu Cameroun Eco Building Solutions, est une entreprise spécialisée dans la fabrication de machines agro-industrielles et également dans la fabrication de machines de production de briques. Alors, dans le cadre de la lutte que le pays a organisée contre le coronavirus, nous nous sommes dit qu'il était bon d'arrêter la fabrication usuelle et se consacrer dans le développement des lave-mains. Nous allons développer 3 échantillons de machines, des lave-mains dont le fonctionnement est essentiellement basé sur l'appui des pédales. Le contact manuel avec le robinet qui présente, à notre sens, un risque supplémentaire a été totalement éliminé. Le lave-main sécurisé est commercialisé à 75 000 francs CFA, contre une production estimée à 55 000 francs l'unité. Mais pour satisfaire la forte demande, la petite usine a décidé de rendre public gratuitement le schéma de fabrication de l'équipement. L'occasion faisant le larron, l'entrepreneuriat africain tient en cette crise sanitaire une tribune idoine pour réinventer le concept du Made in Africa, du Made in Cameroun en l'occurrence. Il faut penser aux produits locaux. Ceux de Solange, par exemple, associés depuis peu à JB de Londres, disc jockey et promoteur d'une start-up spécialisée dans la communication par l'objet et la création digitale. Depuis la déclaration des premiers cas de Covid-19 au Cameroun, Solange tourne à une production maximale de 150 cache-nez au quotidien. Aujourd'hui, au quartier Bastos, JB va accuser réception de 500 masques de la part de sa partenaire d'affaires. C'est une maison de communication. On fait dans la communication visuelle vis-à-vis de la pénurie et le manque de masques. On s'est spécialisé dans la fabrication des masques en pagne, en tissu pagne. En dehors de le doublé, on a mis un filtre. Et c'est ça qui fait aussi la particularité de ce masque. On essaie de travailler avec surtout les compagnies. Ça veut dire qu'on travaille plus en quantité. Dans le climat d'affaires anxiogène de la crise du Covid-19, les entrepreneurs du Cameroun tentent de faire preuve d'une grande capacité d'adaptation et de résilience. Reste à savoir comment réagira l'économie du pays. Selon la Commission économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, la croissance économique du Cameroun devrait chuter de 0,2% seulement en cas de crise transitoire du Covid-19. Mais le scénario pessimiste prévoit un ralentissement de 3% à la fin de l'année si les effets de la pandémie s'avèrent plus sévères pour la région. Je vous le disais en titre, nos invités des derniers mois ont bien décrypté l'actualité pour vous et notamment les conséquences de l'arrivée en Afrique de la pandémie de Covid-19. À Bruxelles, Georges Rebelo Pinto Chikoti, secrétaire général des OEACP, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, a confié à François Baudry son analyse des conséquences pour les économies du continent. Et à Lagos, Aïcha Aboubakar Achonou, patronne nigériane dans le textile, a raconté à Hugo Uyana comment la pandémie l'avait affecté, mais aussi fortifié dans sa détermination entrepreneuriale. Regardez. Effectivement, le Covid-19 est venu non seulement chambouler mon programme en tant que secrétaire général des ACP, parce que j'avais effectivement au cours des premiers jours annoncé un plan que je devrais exécuter, qu'en fait j'étais obligé de changer dans la semaine qui a suivi, compte tenu du fait qu'on est rentré dans le confinement. La situation est mauvaise, elle n'est pas du tout bonne, parce que la plupart des pays ont été affectés, non pas par la maladie en soi, mais par les mesures qu'ils ont dû prendre pour contenir la maladie. Donc le confinement, toutes les mesures qui ont empêché à ce que les gens puissent circuler, qui ont empêché à ce que les gens puissent produire. Donc il y a eu des cas de gens qui sont morts de faim. Et encore que pour des économies qui dépendent du tourisme ou des importations, ils ne peuvent pas, si vous voulez, démarrer. Donc l'ensemble des régions que je représente dans l'OEACP, que ce soit aux Caraïbes, en Afrique
ou au Pacifique, effectivement, la situation est lamentable. Et quel rôle votre organisation peut-elle jouer dans ce contexte? Effectivement, nous avons joué dans les 4 accords que nous avons avec l'Union européenne. Nous avons pu mobiliser une somme d'environ 214 millions de dollars qui ont été en fait répartis sur l'ensemble des pays, à la fois pour répondre aux questions du Covid-19, mais surtout pour répondre aussi à d'autres besoins dans la plupart de ces pays. Donc je pense que cela nous touche profondément, mais grâce à cet accord que nous avons avec l'Union européenne, on a pu mobiliser beaucoup d'argent sur une période aussi courte. Aïcha Aboubakar Achonou, vous êtes la présidente de Fashion Spaces Garment Factory et votre entreprise a déjà été en première ligne, fournissant des masques et d'autres équipements pendant la pandémie de Covid-19. Comment avez-vous géré la situation? Eh bien, le Covid-19 est l'une des expériences les plus traumatisantes que j'ai jamais vécues. Je ne pense pas avoir vécu quelque chose comme ça auparavant. Je le vois pour moi-même et ma famille et les gens proches de moi. Mais nous avons dû continuer à faire bouger les choses. Nous devions faire quelque chose. Et nous nous sommes joints à la lutte contre ce phénomène en produisant un masque réutilisable et d'autres types d'équipements de protection individuelle pour les travailleurs médicaux. Comment avez-vous commencé à travailler pour les fournitures médicales en premier lieu? Avant la pandémie, l'usine de confection produisait déjà des tenues professionnelles pour les hôpitaux et des combinaisons pour les organisations d'ingénieurs. Nous avions donc l'expertise, mais nous ne produisions pas de masques en soie à l'époque. Pendant cette période, nous avons réorganisé l'usine pour nous concentrer sur la production de masques. Nous avons augmenté nos chaînes de montage et avons pu ainsi produire environ 360 000 masques et 60 000 combinaisons établies. Se mobiliser, réinventer, continuer à avancer. Nous sommes à vos côtés. C'est vous l'avenir. Société Générale. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Je vous retrouve à Paris, sur les lieux de l'exposition Kinshasa Chronique que vous pouvez apercevoir derrière moi. En cette fin d'année, en Afrique comme ailleurs, la violence continue de faire des ravages. Braquages, attaques à main armée, violences entre bandes rivales. Cette année n'a pas fait exception à la multiplication des morts. Mais en Tanzanie, les autorités et des organisations de la société civile ont décidé de se mobiliser. Regardez. Un officier de police et un employé de banque ont été abattus par des malfaiteurs lors d'un hold-up à main armée à Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie. 2 morts de plus, causées par la prolifération des armes à feu illicites. Les armes à feu illicites sont responsables chaque année de la mort d'environ un demi-million de personnes dans le monde. Ces armes de petit calibre, bon marché, portables, sont faciles à se procurer. This one is a military weapon. Celle-ci, c'est une arme militaire, très dangereuse pour le public. Elle peut prendre un magasin de 30 cartouches. Elle tire plus ou moins comme un AK-47 avec les mêmes capacités. The same like AK-47, the same capabilities. It's a Makarov pistol. Un pistolet Makarov fabriqué en Chine, il y en a beaucoup, énormément qui circulent dans notre pays. Il y en a plein partout. La Tanzanie a traversé une histoire relativement calme, l'époque coloniale, puis a acquis son indépendance. Aujourd'hui, le taux de criminalité violente et d'exposition aux conflits armés est assez faible par rapport aux autres pays d'Afrique de l'Est. Pourtant, des études officielles récentes suggèrent que la population civile a en sa possession environ 700 000 armes à feu. Dans certaines régions, on pense que 24% des familles en possèdent une, surtout dans les régions frontalières. La Tanzanie a pour voisins des pays comme le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo et d'autres avec un passé mouvementé. La Tanzanie n'a pas la chance d'être une île. Elle a 9 voisins.
Et 8 d'entre eux sont ou ont été en guerre à un moment ou à un autre de leur histoire. Certains sont toujours en guerre aujourd'hui. La Tanzanie est un pays paisible. Nous avons dû accepter de recevoir des réfugiés, et ces réfugiés sont arrivés avec des armes qui n'ont pas toutes déclarées officiellement. Les Tanzaniens ont un attachement culturel aux armes à feu. Les pistolets fabriqués à la main et qu'on charge par le canon sont utilisés depuis le 19e siècle en Tanzanie lors des cérémonies. Aujourd'hui, les truands s'adressent aux artisans fabricants de pistolets pour produire des armes bon marché et mortelles. Voici une carabine modifiée par un artisan local. Elle est capable de tirer les mêmes munitions qu'une carabine moderne. And has the capability of firing ammunition of a modern shotgun. Depuis 50 ans, la région des Grands Lacs en Afrique a été la plaque tournante de la prolifération des armes illicites. Les armes illicites ont fait exploser le taux de criminalité et suscité l'instabilité politique. Elles sont responsables depuis des décennies des carences en termes de développement économique de la région. Le contre-coup de l'insécurité, c'est l'arrêt de la production. Les gens ne se déplacent pas, les marchandises ne se déplacent pas, et on assiste à la détérioration générale de la situation économique de cette communauté. En 2000, les pays de la Corne de l'Afrique et des régions des Grands Lacs ont signé la déclaration de Nairobi pour résoudre le problème de la prolifération des armes de petit calibre. Bien que le but soit d'éliminer et de détruire les armes illicites, l'application correcte de la procédure d'enregistrement et le système de licence permettront de posséder une arme en toute légalité. Le sentiment d'insécurité est répandu dans les zones rurales et les agriculteurs veulent une arme pour défendre leur famille et leurs biens. Je veux garder mon fusil pour protéger mon troupeau et décourager les voleurs. J'en ai besoin pour protéger mes biens dans la ferme. Là où nous habitons, il y a toutes sortes de problèmes. Des singes, des sangliers, des lions qui peuvent attaquer mon troupeau dans le corral, et des hyènes aussi. Ailleurs dans le monde, les gens ne se rendent pas compte que le succès ne se mesure pas au nombre d'armes à feu qu'on a réussi à détruire. Donc, la destruction ou le dénombrement des armes, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, ce sont les mesures prises pour stopper les dysfonctionnements et empêcher qu'ils ne se reproduisent. Le plan de contrôle des armes et pour le désarmement en Tanzanie a eu beaucoup de succès dans tout le pays. C'est la première fois au niveau mondial qu'une approche nationale cohérente est appliquée et elle se pose en exemple pour toute cette partie du monde. La société civile et les agences de maintien de l'ordre travaillent ensemble. Ce n'était pas le cas auparavant. Ne serait-ce qu'au niveau des agences de maintien de l'ordre, elles ne coopéraient pas. Les douanes et la police travaillaient chacune de leur côté. La police et l'armée n'étaient pas d'accord. Alors que maintenant, ils travaillent tous ensemble. Cela nous a pris des années, mais nous y sommes arrivés. Nous avons mis en place ce type de coopération. Dans cette région, les pays des Grands Lacs devront s'attaquer à la prolifération et au trafic d'armes de petit calibre sur leur propre territoire. Et c'est là que la communauté internationale joue son rôle dans le succès du projet. Nous retrouvons les analyses de nos invités des derniers mois pour comprendre l'actualité du continent, à commencer par les attaques terroristes persistantes au Sahel. Nyagale Bagayoko, experte des questions de sécurité, président du think tank African Security Network, a présenté à François Baudry un tableau précis de cette insurrection. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu un tableau de la situation sécuritaire au Sahel ? Alors je pense qu'il est avant tout important de l'aborder à travers le mot complexité. Parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de considérer ce qui se passe sous un unique prisme, et notamment sous le prisme unique de la lutte antiterroriste, qui est évidemment partie du paysage et de la problématique. Aujourd'hui, on se trouve dans un environnement qui globalement, à mon avis, peut être qualifié d'insurrection
intersectionnelle à différents égards. C'est-à-dire qu'on se trouve face à la prolifération de groupes armés qui portent différentes revendications qui peuvent être d'ordre djihadiste, en effet, mais également d'ordre irrédentiste, voire indépendantiste. D'autres groupes qui ne portent pas de revendications politiques particulières, mais qui ont été mis sur pied pour assurer la sécurité des populations elles-mêmes, ce qui se traduit par une communautarisation de cette sécurité. Et également, on se trouve face à la prolifération de groupes criminels. Donc l'environnement est extrêmement multiforme et d'où la difficulté à trouver des réponses adaptées pour y faire face. Qui sont ces terroristes d'Afrique de l'Ouest? Alors, il y a la nécessité, à mon avis, de considérer la menace actuelle comme étant une conjonction d'éléments exogènes au continent et d'éléments endogènes. L'origine de la crise, donc, qui a éclaté au Nord Mali en 2012, s'est traduite par l'influence prise par les groupes armés terroristes qui avaient été repoussés dans le sanctuaire malien depuis le territoire algérien. Les héritiers à l'origine des GIA, du GSPC qui se sont reconvertis sous la bannière d'AQMI. Il y a eu également, bien entendu, l'influence de la crise libyenne, de l'effondrement du régime de Mouammar Kadhafi, qui a favorisé le retour au pays pour le coup là de groupes armés touareg avec des revendications plutôt irrédentistes. Donc on a ce type d'acteurs qui aujourd'hui se sont réunis dans la coalition qu'on appelle le CIM, c'est-à-dire le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est dirigé par Yad Aggali et qui regroupe un certain nombre d'autres formations, notamment la Katiba du Massina dans le centre du Mali. Mais il y a également dans la région un autre groupe très influent aujourd'hui contre lequel a décidé de se tourner l'armée française pour le cibler particulièrement, qui est l'État islamique au Grand Sahara, qui est en réalité la branche ouest-africaine Sahara de l'État islamique, qui a mis en place une province qui s'appelle ISWAP, Islamic States in West Africa Province, dont dépendent à la fois les ex-éléments rattachés à Boko Haram, donc au Nigeria et dans les régions du bassin du lac Tchad, et d'autre part cette branche sahélienne qui est incarnée par cette organisation État islamique au Grand Sahara, dirigée par Abou Walid al-Sahraoui. Et n'oublions pas, bien sûr, que l'avenir du continent, c'est aussi l'accès équitable aux vaccins contre la Covid-19. Nous avions demandé au Dr John Nengasong, directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, son avis sur la question. Il s'était confié à Koumera Guéméchou et avait même donné quelques conseils pour passer ces mois difficiles. Des conseils toujours d'actualité. Regardez. Gardez-vous un œil sur la recherche internationale pour un vaccin potentiel Covid-19. C'est une excellente question. Nous gardons un œil sur les vaccins en cours de développement et les vaccins à l'essai. Je pense qu'il y a plus de 30 vaccins candidats en cours de test. Mais nous avons un long chemin à parcourir. Vous aurez probablement plus d'1 an avant d'avoir un vaccin efficace. Je veux que ce soit très clair pour nous tous que le vaccin ne sera pas disponible dans les 2 ou 3 prochains mois. Cela nous amène maintenant à la question de l'accès. Donc, si vous avez le vaccin, l'Afrique aura-t-elle un accès à ce vaccin? Nous sommes également en pourparlers avec des groupes comme l'Initiative de la Coalition pour la préparation aux épidémies, CEPI, afin de garantir que des problèmes d'accès soient résolus dès le départ. Je pense donc que ces questions sont extrêmement pertinentes pour nous, pas seulement pour le vaccin, mais aussi pour le traitement. Enfin, quel message avez-vous en ces temps difficiles pour nos téléspectateurs africains? Que leur conseilleriez-vous? Mon conseil aux téléspectateurs africains est que l'heure est à la coopération. C'est le moment de démontrer de la coordination, de la coopération entre la communauté et les autorités de santé publique. La situation va empirer avant de s'améliorer. Pour sortir de cette crise, dont nous sortirons, nous avons besoin d'une coopération étroite entre la société civile, les communautés, les autorités et
et les experts de la santé publique, sans lesquels ce serait extrêmement difficile. C'est une maladie comme toute autre maladie. Nous devons travailler ensemble, en étroite collaboration. Ne stigmatisez personne, ne discriminez pas les gens à cause de cela. Nous en sortirons plus forts. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. C'était notre dernière édition pour cette année 2020. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre nouveau site africaonair.com ainsi que sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show. Et on se retrouve en 2021 dès la semaine prochaine. Même chaîne, même heure. Je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous et bonne fête de fin d'année. Prenez soin de vous et à l'année prochaine.